Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes, il est 20 h et c'est le début du live psycho numéro 7 sur la procrastination. Donc je vais vous laisser un petit temps pour arriver, déjà, ne serait-ce que pour vérifier que vous m'entendez bien. J'espère que les uns les autres, vous allez vous connecter assez rapidement. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai fait pas mal de petites mind maps pour vous expliquer le projet de ce soir. Salut Chloé, bonjour. Donc ce soir, le live psycho aura, comme je vous disais, pour thème la procrastination. Et j'espère justement que le fait que vous soyez là ce soir n'est pas une procrastination de plus par rapport à tout ce que vous avez à faire. On va attendre un petit peu que les gens se connectent. Pour l'instant, il y en a 2, donc ça devrait venir. Hein. Comme d'habitude, le live étant à 8 h, il y a toutes les marques de solidarité qui sont à 8 h, à 20 h pile. Donc en général, il y a 2-3 minutes nécessaires pour que les gens aillent applaudir sur les balcons et venir. Donc voilà, je vois qu'il y a Stessa, il y a Chloé. Salut les filles. J'espère que vous allez bien. Déjà, vous pouvez me dire dans les commentaires si vous allez bien. Ça y est, une troisième personne qui se connecte. Je vous laisse vraiment le temps d'arriver, histoire que ça soit un peu plus interactif, qu'on puisse échanger autour de ce thème-là qui peut tous nous toucher, la procrastination. Moi-même, je procrastine parfois. Donc du coup, effectivement, je teste tout ce que je vais vous présenter ce soir. Ce sont des choses que j'ai testées, approuvées et qui marchent, en tout cas avec moi, avec mes patients. Donc voilà. Salut, c'était ça. Bonjour Gabriel. Je vois qu'il y a Roméo aussi qui vient de se connecter ou qui est pas loin de se connecter. Bonsoir. Donc ce soir, on va parler procrastination. Donc j'espère que c'est un thème qui vous intéresse et surtout que vous allez pouvoir partager avec moi votre expérience. Bonjour Audrey. Votre expérience de la procrastination. Encore une fois, c'est vraiment un thème qui touche énormément les étudiants parce qu'il y a énormément d'attendus au niveau des étudiants. Au niveau des étudiants, il y a énormément d'attendus personnels, c'est-à-dire qu'eux-mêmes attendent beaucoup d'eux. Et puis en plus, il y a des attendus parfois au niveau familiaux, au niveau de l'institution scolaire. Enfin bref, il y a pas mal d'attentes. Donc il y a pas mal de procrastination aussi. En gros, si on n'attend rien de vous, vous n'allez pas procrastiner. En gros. Si on vous demande rien, s'il n'y a rien à faire, ben, il n'y a pas de procrastination. Donc je vous laisse le temps d'arriver, je vois que ça y est, on commence un petit peu à être un peu plus nombreux. Déjà, dites-moi si dans les commentaires, si vous êtes plutôt vous qui êtes présents, du genre à procrastiner, ou si au contraire vous êtes des machines de guerre et vraiment vous êtes en mode au taquet et vous arrivez à faire ce que vous avez à faire dans les temps et sans souci, ou si vous êtes plutôt un public de procrastinateurs. Déjà, dites-moi un petit peu ça. Déjà pour ceux qui sont là, est-ce que vous m'entendez bien? Me dire si vous m'entendez bien, s'il y a au niveau de la lumière, normalement c'est un peu comme tout à l'heure. Bonsoir Shaima. Donc on va parler procrastination ce soir. Bon, j'ai pas trop de retour de votre part, donc je sais pas si vous êtes procrastineur ou pas procrastinateur. Donc dites-moi. Et ok, donc il y a pas mal de monde qui arrive. Oui, on vous entend bien. Merci Audrey, j'avais un doute. C'est toujours le grand stress de se dire est-ce que je commence le live et ça se trouve dans une demi-heure, personne ne me dira que personne m'entend. Ok, parfait, merci. Merci pour le retour. Ok, donc ce soir on va parler de procrastination. Alors déjà, on a tous une tendance naturelle à procrastiner parce qu'en fait c'est un mécanisme naturel, encore une fois, du corps. Alors là, vous allez m'entendre dire plein de fois sur les émotions, mais en fait, tout ça, c'est naturel. Hein. Votre cerveau fait ça très bien tout seul. Vous n'avez pas décidé un matin de devenir un procrastinateur. Vous n'avez pas décidé un matin, bah, tiens, aujourd'hui, je vais procrastiner. C'est rare qu'on décide de faire ça. Généralement, la procrastination, la première chose à savoir, c'est que c'est en lien avec 2 facteurs principaux. C'est en lien avec le niveau de stress et le niveau d'estime de soi. C'est pour ça que les gens qui viennent travailler en cabinet sur la procrastination, ah ouais, t'as quelques coupures, ok.
Ça vient de ton côté, je sais pas. Dites les autres si vous avez des coupures aussi, hein. Je suis chez moi, donc pour le coup, je peux avoir des problèmes de connexion aussi, mais en général, ça passe bien. Donc la procrastination, comme je vous disais, voilà, il y a 2 facteurs, l'estime de soi et le stress qui sont vraiment engagés dans le processus. Alors, on verra qu'il y a différentes causes, mais ces 2 facteurs sont vraiment très impliqués dans le processus. C'est pour ça que la plupart du temps, quand on travaille sur la procrastination, on travaille bien évidemment sur la gestion de ces 2 facteurs. Sur qu'est-ce qui fait... bonjour Lucie. Donc qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a peut-être des pensées, des croyances qui viennent biaiser notre capacité à être performant et en tout cas à opérer une tâche. Et puis parfois, qu'est-ce qui fait que il peut y avoir un niveau d'anxiété ou un niveau de stress qui vient empêcher de passer à l'action ou qui vient justement faire une diversion pour faire plein d'actions. Donc on va parler de tout ça ce soir. Donc je faisais une petite aparté, comme ça un petit lancement vite fait du thème pour laisser le temps aux gens d'arriver. Donc ça y est, ça commence. Donc bienvenue à ceux qui viennent d'arriver, bienvenue à ceux qui étaient déjà arrivés avant. J'avais oublié de vous saluer. Voilà, excusez-moi. Donc vous êtes tous les bienvenus. J'espère que ce thème de la procrastination va vraiment vous aider, notamment dans cette période de confinement où se mettre au travail, c'est vraiment pas forcément une évidence pour tout le monde. Donc ce soir, je vais vous parler vraiment de comment ça fonctionne, déjà de quoi on parle quand on parle de procrastination. Vous allez voir qu'on ne parle pas toujours de la même chose, comment ça fonctionne. Et puis, je vais vraiment vous interroger vous aussi sur comment ça fonctionne pour vous. Donc, prenez de quoi noter des choses sur vous, ce que vous aurez repéré. Vraiment, le but de ces lives-là, c'est aussi que vous appreniez des choses sur vous de manière à pouvoir mieux gérer votre propre fonctionnement. Et puis, bien évidemment, je vous donnerai aussi des astuces que je peux être amenée en cabinet à proposer à mes patients pour pouvoir dépasser cette procrastination selon le type de procrastination que j'ai en face. Parce qu'on va voir qu'il y a plusieurs types de procrastination. Parler de procrastination, ça ne veut absolument rien dire. On n'a pas 2 procrastinateurs exactement sur la même forme. On a une tendance à procrastiner dominante par rapport à un fonctionnement. Déjà, on ne procrastine pas tous pour les mêmes choses. On peut procrastiner pour ses cours, mais il y en a qui vont être très opérationnels en cours, mais qui vont procrastiner pour le côté administratif. D'autres qui vont être super au taquet au niveau administratif, mais qui vont procrastiner dès qu'il va s'agir de ranger leur chambre. Bref, donc il y a plusieurs types de procrastination. Bien évidemment, vu que vous êtes des étudiants, on parlera bien évidemment beaucoup plus de la procrastination par rapport aux cours, par rapport au fait de se mettre au travail, de préparer ses examens, de rendre des dossiers. Donc on parlera principalement de ça, mais on ne parlera pas que de ça. Voilà, ça sera vraiment très très large. Donc maintenant qu'on est un petit peu plus nombreux, mettez-moi vraiment dans les commentaires si vous avez des tendances à procrastiner, parce que peut-être qu'à un moment donné, ça pourrait être intéressant de faire continuité des chats nocturnes. Ok. Donc a priori, lisez le commentaire de Luffy qui dit qu'il y aura un chat nocturne, voilà, pour interagir, et vous pourrez parler de cette intervention, mais j'imagine que vous pourrez parler de beaucoup d'autres choses, mais vous pourrez parler de cette intervention, ça sera très bien. Mais ne profitez pas du chat nocturne pour procrastiner encore plus. Attention, je vous ai allé. Donc, on va déjà parler de qu'est-ce que c'est que la procrastination. Donc, très souvent, dans le langage courant, on utilise ce terme de procrastination qui est vraiment très très à la mode. Il y a des articles sur le sujet, des livres qui sortent sur le sujet, des émissions, des tutos sur Facebook, sur YouTube, sur machin. Tout le monde parle de procrastination parce qu'on est aussi à l'ère de l'entrepreneuriat et du fait de travailler, de devenir autonome et du développement personnel. Donc ça fait partie de cette tendance-là, mais très souvent, on mélange en fait deux notions qui sont vraiment très proches, mais qui sont un petit peu différentes. On mélange en fait la fainéantise, donc le fait de ne faire rien, fait néant, donc on ne fait rien, avec la procrastination. Et c'est vraiment 2 choses qui sont assez différentes et c'est important de les différencier. La plupart des gens qui sont dans la procrastination, c'est pas des fainéants en fait. C'est vraiment, ils aimeraient bien faire, ou ils aimeraient bien avoir envie de faire
selon leur niveau, selon le niveau de là où ça bloque. Mais en fait, concrètement, ils n'arrivent pas à faire. Ils font plein d'autres choses, mais à un moment donné, ils n'arrivent pas à rentrer dans une sorte d'opérationnalité du fonctionnement. Et ça n'a absolument rien à voir avec le fait d'être un feignant, c'est-à-dire plus de vouloir ne rien faire. On peut très bien décider de ne rien faire ou ne pas avoir envie de faire sans pour autant être dans la procrastination. C'est des notions vraiment assez différentes et très souvent, les gens qui sont dans la procrastination sont souvent traités de feignants alors qu'en fait, c'est pas du tout ça qui se passe pour eux en fait. C'est vraiment un truc, ça peut être source d'énormément de souffrance en fait, la procrastination. La feignantise aussi, la souffrance est plutôt une souffrance sociale quand ils sont plutôt jugés. Alors j'en profite pour regarder un petit peu vos commentaires, je vois que ça commence déjà à discuter donc c'est chouette. Alors, je suis actif, il n'y a aucun problème, mais dès que je commence à ralentir le rythme, je commence à procrastiner. Ok, donc on verra qu'effectivement il y a une notion de rythme. Je procrastine quand il faut bosser les cours. Ok. Ouais. Donc c'est ce qu'on se disait, hein, que vraiment on va cibler vraiment par rapport aux cours, mais qu'en fait on peut l'appliquer par rapport à tout autre sujet que les cours. Et oui, les cours qui intéressent ou qui n'intéressent pas, ça c'est très 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 important. Alors, j'ai tendance à procrastiner pour mes cours si je ne suis pas en situation de stress. Oui, évidemment. Le stress, on va voir encore une fois, c'est pas négatif, hein. Le stress, c'est un niveau de tension. S'il n'y a aucune tension, on ne va pas réussir à travailler. S'il y a trop de tension, on ne va pas réussir à travailler. Donc c'est vraiment trouver le bon niveau de tension. Et encore une fois, ce qui peut créer de la tension, ça peut être de l'intérêt, la curiosité, du plaisir, ou alors une petite tension une peur du jugement des parents, ça marche aussi. C'est pas le plus efficace, mais parfois ça peut arriver. Ou alors l'échéance qui devient super courte, hop, niveau de stress et hop, j'arrive à travailler. Ça, c'est très très classique. Alors. Et de l'administratif. Ouais, c'est pour ça que j'ai parlé d'administratif parce que c'est une bonne source de procrastination et on verra pourquoi c'est autant source de procrastination. On verra que c'est une histoire de sens. Ok, je suis en pleine procrastination. Et oui, Anaïs, d'ailleurs la plupart des gens qui vont participer à cette conférence se retrouveront peut-être dans le côté procrastinateur parce qu'effectivement, être à cette conférence sur la procrastination plutôt que d'agir, pour certains, ça sera peut-être une autre forme de procrastination. Mais dans tous les cas, si vous arrivez à en apprendre quelque chose pour ne plus être dans la procrastination plus tard, eh ben, ça sera déjà ça de gagné. Donc, les causes de la procrastination, comme je vous disais, il y a une notion de stress et d'anxiété qui sont mises en jeu dans ce processus et la notion de l'estime de soi. Alors elles sont vraiment transversales, hein, ces deux notions, elles vont apparaître vraiment dans toutes les causes psychologiques de la procrastination que je vais vous proposer là. Donc déjà, est-ce que le fait de faire la différence entre fainéantise et procrastination, déjà ça vous parle? Est-ce qu'on vous a déjà traité de feignant alors que vraiment vous n'arriviez pas à vous mettre même si vous vouliez? Ou est-ce que au contraire vous vous dites non mais en fait, j'ai pas envie de le faire et je ne le fais pas et c'est un choix et dans ce cas-là, ça vous pose pas de problème. En tout cas, voilà, dites-le dans les commentaires. Les services civiques, je compte sur vous pour croiser un peu les idées et répondre s'il y en a que je loupe. Mais en tout cas, voilà. Donc, au niveau de la procrastination et des causes psychologiques de la procrastination, il y a des études qui ont été faites sur le sujet. Alors il faut savoir que sur la notion même de procrastination, les études, et comme souvent en psychologie, il n'y a pas de concept clair défini. En gros, à la base, la procrastination, c'est le fait de remettre au lendemain une notion ou une action ou une tâche. Alors c'est très ancien puisque on envisageait déjà cette notion, même si on ne l'appelait pas comme ça, au temps de Socrate et tout ça, donc c'est assez ancien. Mais concrètement, c'est une notion qui apparaît vraiment au temps vraiment où il y avait des monastères et au début en fait où on écrivait. Et j'avais vu un jour un petit documentaire sur Arte qui était assez drôle, qui disait que finalement
Même le fait que Dieu dans la Bible, donc un des premiers textes vraiment publiés, en fait il disait que Dieu dans la Bible finalement, est-ce que c'était pas une forme de procrastination, le fait qu'il reporte à 7 jours pour faire les choses et que le dimanche il décide de se reposer finalement. Enfin bref, je vous envoie vers ce documentaire qui était assez drôle en gros, mais qui commençait sur cette petite analyse un peu qui mettait en parallèle la procrastination et la création du monde. Donc voilà, je vous envoie vers ça parce que c'était assez drôle. On me traite de fainéante. Et oui, ça peut arriver. Mais c'est parce qu'en fait, ils savent juste pas ce qui se passe pour toi dans ta tête, en fait, Anaïs. Donc ils peuvent pas savoir si c'est de la fainéantise aussi, ou si c'est de la procrastination, ce qui engage plus de processus psychologiques. Donc, dans les causes psychologiques de la procrastination, il y a ce qu'on peut identifier, ou en tout cas ce que moi j'identifie le plus souvent en cabinet, c'est la peur de l'échec. C'est-à-dire que souvent, quand on n'arrive pas à se mettre à bosser parce qu'on a peur de ne pas y arriver, qu'on pense qu'on ne peut pas y arriver, et du coup, parfois, ce qu'il y a comme stratégie cérébrale qui se met en route, c'est en fait, je ne vais pas me donner à fond, comme ça, si j'y arrive pas, et en fait, je pourrais toujours mettre ça sur le fait que je ne me suis pas mis à fond sur le boulot. Et donc, on a des investissements personnels en demi-teinte dans la tâche qui sont vraiment une façon de ne pas être jugé sur ses capacités, mais sur ce qu'on a fait, sur la production. En gros, ça va être aussi des gens du coup qui vont pas vraiment se mettre à nu ou se lancer à fond parce que justement ils ont peur qu'on les juge ou qu'on les touche personnellement, ou ils ont peur aussi de se prouver de tout donner et que finalement si ça marche pas, ça voudra dire qu'ils sont nuls, qu'ils n'ont pas de capacité, choses comme ça. Moi je suis la définition même de la procrastination, donc vous saurez que maintenant si on vous demande la définition de procrastination, vous direz c'est Khadija. Khadija, je sais pas, selon ça se dit peut-être différemment. Je fais tout à la dernière minute, ouais. Ok, mais tu le fais quand même, ce qui est déjà pas mal. Donc la peur de l'échec, de la procrastination, et du coup on va avoir vraiment des stratégies où on va remettre au dernier moment. Il y a des fois cette croyance là et finalement cette non-connaissance de ses capacités réelles, puisqu'on a peur que les autres nous renvoient un jugement du fait qu'on n'est pas capable ou qu'on n'est pas bon ou je sais pas trop quoi. Mais en tout cas il y a cette croyance parfois je sais pas, qui s'est basée sur une fois où on a réussi sans vraiment trop travailler. Et du coup, des fois, il y a cette croyance-là que, en fait, on peut quand même réussir même si on ne travaille pas. Et donc, ça va venir renforcer. Il suffit que ça se soit passé une fois pour que ça renforce ce mécanisme-là qui se base sur la peur de l'échec. Donc voilà. Donc la première cause psychologique de la procrastination, c'est la peur de l'échec. Deuxième cause de la procrastination, qui est totalement en lien et qui parfois vient aussi en complément de la peur de l'échec, c'est la peur de la réussite, c'est-à-dire la peur des conséquences et de devoir assumer les conséquences de la réussite. Par exemple, oui, mais du coup, alors par exemple, si je prends par exemple un examen, oui, mais du coup, si je réussis mon examen d'entrée pour une école de vétérinaire, par exemple, ouais, mais du coup, va falloir que j'y aille. Ça va me coûter de l'argent, ça m'oblige à partir de chez mes parents, ça va me demander beaucoup de travail, peut-être que ça va mettre le bazar dans mon couple, peut-être... Vous voyez, il peut y avoir aussi, du coup, la peur du succès, qui est vraiment liée aux conséquences du succès. C'est pas la peur de réussir l'examen ou de réussir vraiment le truc, c'est tout ce que ça va engager derrière. Il y a parfois des personnes qui sont dans ce schéma-là. Par exemple, quand, je sais pas, il y a personne de la famille qui a fait des études, et s'ils commencent à avoir des hauts niveaux au niveau scolaire, ils ont peur que ça crée quelque chose, une différence au niveau de leur schéma familial, qu'il y ait de la jalousie de la part des cousins, des cousines, des frères, des sœurs, qu'il y ait de l'incompréhension de la part des parents, ou je sais pas, peu importe, en tout cas la peur du succès. Je ne vais pas dire que c'est aussi fréquent que la peur de l'échec, mais c'est quand même hyper fréquent, et en plus les gens l'identifient pas forcément en fait.
Donc moi en cabinet, souvent je dis, bah voilà, qu'est-ce qui se passe? Imaginons par exemple par rapport à un examen, ce qui est le cas le plus fréquent quand on vient me voir pour de la procrastination, c'est vraiment, j'arrive pas à préparer mes examens, à réviser, tout ça. Ok, imaginons que vous échouez. Voilà, vous ne travaillez pas et vous allez à l'examen et vous échouez. Qu'est-ce qui se passe? Et là, on voit ce que ça engage comme fonctionnement et comme peur et comme crainte et comme conséquence. Et des fois, je pose la question parce que je sens qu'il manque quand même une petite intensité d'émotion. L'émotion n'est pas assez forte pour que ça puisse venir de la peur de l'échec. Et du coup, j'en demande, oui, mais imaginez, ça marche. Ok, vous réussissez votre examen, vous avez une bonne note et tout, qu'est-ce qui se passe? Et des fois, on a vraiment des personnes qui ne se rendaient pas compte à quel point les conséquences de la réussite de l'examen, finalement, étaient des conséquences qu'ils ne peuvent pas assumer ou qu'ils ne peuvent pas... avec lesquelles ils ne sont pas à l'aise, en fait. Donc, c'est intéressant de se poser cette question. Est-ce que j'ai peur de l'échec ou est-ce que j'ai peur de la réussite? Vraiment, c'est les deux plus grandes causes de la procrastination en termes vraiment psychologiques, en termes de choses vraiment profondes. Ensuite, il y a un autre aspect qui est en lien aussi avec la peur de l'échec et la peur du succès aussi, c'est le niveau perfectionniste. Il y a énormément de gens qui procrastinent parce qu'ils sont perfectionnistes en fait. Donc on les traite de feignants alors qu'en fait, ce sont des gens qui visent vraiment l'excellence, qui ont un haut niveau d'exigence avec eux-mêmes et qui, en fait, c'est pas qu'ils veulent pas faire. Souvent, ils passent pour des gens qui sont pas ambitieux, qui sont pas... alors qu'en fait, au contraire, c'est vraiment tout l'inverse. Sauf qu'ils ont un niveau d'ambition ou un niveau de perfection ou d'exigence qui fait qu'en fait, ils ne peuvent pas atteindre les objectifs qu'ils se fixent. Par exemple, pour la réussite des examens, si par exemple le niveau universitaire dit que vous passez à l'année suivante si vous avez 10, donc le niveau d'exigence, si l'objectif c'est de passer à l'année d'après, bah, ça serait 10, par exemple, niveau minimum, et bien en fait ces personnes-là, s'ils n'ont pas 14, 15, 16, 17, ils vont être vraiment dévastés. Et en fait, ils se mettent une telle pression qu'en fait, ils ne peuvent pas atteindre leurs objectifs en fait. Des fois, ils ont même des exigences qui sont plus élevées que les exigences universitaires. J'ai un patient notamment en ce moment, voilà, pour qui vraiment il veut vraiment, il est vraiment dans ce niveau d'exigence là. Il se met tellement une grande pression parce qu'il doit être le premier. Parce que il veut vraiment atteindre quelque chose de l'ordre de la reconnaissance de ses parents, donc il vise des notes très 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 hautes, mais en fait du coup ça lui coupe totalement les jambes, donc ça élève son niveau de stress, c'est ce que je vous disais, ça élève vraiment vraiment son niveau de stress, et du coup en fait il n'arrive même pas à se mettre à travailler, alors que si son objectif c'était d'avoir 10, ben, du coup, il arriverait plus facilement à travailler parce que ça baisserait son niveau de stress. Donc, derrière quelqu'un qui procrastine, il y a peut-être quelqu'un qui se met vraiment énormément de pression et qui veut vraiment particulièrement bien faire. Perfectionniste aussi, il y a un biais, je dirais un biais de croyance, c'est-à-dire qu'il y a une croyance, il y a un ensemble de croyances, mais en tout cas, il y a plusieurs croyances qui sont que, il faut bien faire pour avoir de la valeur. Donc ils relient une note à leur valeur personnelle, par exemple, comme si c'était en lien, comme si avoir 18 sur 20, ça faisait de vous un bon être, ça faisait de vous un mauvais être humain, par exemple. Vraiment, je vous donne des exemples. Donc il y a des croyances sur un lien et la personne. Il peut y avoir aussi un lien, des croyances sur leur niveau possible, c'est-à-dire que ça peut être des gens qui pensent justement avoir un haut niveau parce qu'on leur a toujours dit qu'ils avaient des facilités ou parce que on leur a dit que de toute façon, vu qu'ils sont dans une famille qui réussit, et ben, eux aussi, normalement, logiquement, ils ont les capacités pour dépasser ça, ou alors ils se sont construits une croyance par rapport à ça. Donc ils peuvent avoir un haut niveau de perfectionnisme aussi avec un haut niveau de croyance en des compétences personnelles, sauf que ces compétences personnelles, alors c'est souvent le cas par exemple chez les personnes qui ont un haut potentiel en tant qu'enfant, ce qu'on appelle les surdoués, les zèbres,
Parce que, ah zut, ça coupe, je suis désolée. J'essaye vraiment de... Normalement, ça devrait pas trop couper. De mon côté, ça coupe pas, mais peut-être que chez vous, ça coupe. J'espère que c'est pas trop gênant pour la lecture. Mais en tout cas, voilà, pour revenir au niveau de perfectionnisme, je vous disais que parfois, certains enfants surdoués, à qui du coup on a toujours dit qu'ils avaient des facilités, que pour eux c'était facile d'apprendre, c'était facile d'avoir des bonnes notes et que c'était même presque inadmissible qu'ils aient pas des bonnes notes, mais du coup ils se mettent un niveau de perfectionnisme à atteindre qui est vraiment très très haut pour pouvoir ne pas baisser en qualité par rapport à l'image qu'ils renvoient auprès de leur famille. La plupart du temps d'ailleurs, c'est par rapport à ça, ou c'est par rapport à se mettre la barre tellement haute qu'en fait ils n'arrivent même pas à travailler. Et pour les surdoués, c'est en du temps quand on a des facilités en termes des apprentissages, quand on est petit, en fait on n'apprend pas à travailler et du coup quand on arrive à un plafond où l'enseignement est un peu plus compliqué, ça leur nécessite de travailler pour pouvoir, et ben en fait ils n'ont pas appris à travailler de manière scolaire puisqu'ils n'en avaient pas besoin. Du coup ils traversent comme ça, ils atteignent comme ça le plafond de verre et en fait ils comptent le même résultat que quand c'était facile pour eux, mais là du coup ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas la méthode pour dépasser comme ça ce plafond de verre. Donc dans les perfectionnistes, il y a des anciens surdoués, des anciens surdoués, en fait des surdoués clairement, mais qui ne le savent pas et qui du coup n'ont pas appris à travailler, mais qui continuent à vouloir les mêmes résultats que quand ils n'avaient pas besoin de travailler. Il y a des gens qui ont des croyances sur les enseignements, comme quoi c'est facile, comme quoi ils doivent avoir un certain niveau pour avoir de la valeur, enfin bref. Donc vous voyez que finalement le perfectionniste c'est quelqu'un qui a énormément de croyances. Qui viennent sous-tendre ça. Donc on va reparler des croyances et demain c'est le thème de la soirée, donc je développerai pas trop là-dessus sur les croyances, mais sachez que vos croyances sont probablement un frein à votre travail, tout comme ils peuvent être un moteur pour votre motivation et pour votre travail. Alors je vois qu'il y a des gens qui écrivent. Oui, alors ça c'est par rapport au fait que ça coupait. Le fait d'avoir un handicap peut entraîner la procrastination. Alors est-ce que le fait d'avoir un handicap, alors ça dépend lequel, mais dans tous les cas, le fait de se raconter qu'on a un handicap, donc on jouerait sur la croyance, peut amener à de la procrastination. Une croyance du type oui mais du coup c'est compliqué pour moi parce que je suis handicapée, du coup vous voyez ça rajoute en fait un handicap au handicap en fait. Mais selon le handicap, c'est pas forcément un handicap pour la procrastination. Je suis aussi dans ce groupe, je veux tellement bien faire que si je remarque que je ne peux pas avoir la moyenne que je laisse tomber. Et oui, oui. Probablement, alors c'était qui? C'était Khadija. Donc probablement que pour toi, tu associes le fait d'avoir certaine note, en tout cas la réussite scolaire, à une évaluation personnelle, alors que concrètement, alors je vous le dis comme ça, prenez-le comme vous voulez, voilà, mais concrètement, avoir des bonnes notes veut dire que vous êtes un bon élève, en gros. Mais ça ne fait pas de vous forcément un bon professionnel pour la suite, ça ne fait pas de vous un bon ou un mauvais être humain. Ça dit juste, ça parle juste de votre niveau scolaire, ça ne parle pas de votre être. Vous pouvez être quelqu'un de génial, être vraiment quelqu'un de bien et avoir des notes pourries, ça n'a aucun rapport. Mais parfois, effectivement, on a eu tellement tendance depuis l'enfance à évaluer les enfants au travers de leurs résultats scolaires que du coup c'est un peu comme si c'était collé, comme si c'était pas une évaluation scolaire mais une évaluation de la personne, et du coup ça peut rester dans les croyances qui sous-tendent en fait le rapport à la scolarité. Ouais, j'espère que je t'ai répondu Anaïs par rapport à ça. Pour moi il y a vraiment des croyances. Effectivement il y a des handicaps qui peuvent créer de la procrastination, notamment quand c'est des handicaps qui jouent sur le niveau neurologique et cérébral, quand vraiment ça atteint le centre de la gestion des émotions, c'est pour ça que je développe un peu, le centre de la gestion des émotions ou de l'inhibition à l'action. Donc si par exemple vous avez eu un trauma crânien directement sur la zone préfrontale, c'est-à-dire devant là, c'est ce qui permet à l'action de s'enclencher ou de se freiner, par exemple, et ben du coup, vous allez forcément, il y a une procrastination de fait qui se met en place, mais
en dehors de tout trouble neurologique. Sinon, le handicap en soi, à part par le biais des croyances, n'est pas forcément un handicap directement pour la procrastination. Ok, alors 2 fois plus que les autres, dû à mon handicap, et quand j'échoue, cela me fait peine. Alors je vois plusieurs choses dans ce que tu es en train de dire, Anaïs. Donc il y a une première croyance, alors vérifiez ou pas, hein, on parlera demain des croyances, donc je ne vais pas m'étendre encore trop sur le sujet. Il y a un premier truc que j'identifie, il y a le côté, moi je dois travailler 2 fois plus que les autres. Alors première chose que j'interrogerai en cabinet, c'est lesquels. Les autres, lesquels, parce que moi je connais des étudiants qui effectivement ne travaillent pas du tout, donc 2 fois plus que rien du tout, ça donne rien du tout si je suis pas trop mauvaise en maths. Donc voilà, 2 fois plus, c'est une évaluation subjective et du coup ça veut pas dire grand chose. Et à la rigueur, travailler 2 fois plus que les autres, à la rigueur on aurait dit, mais finalement les autres on s'en fiche. En fait, l'essentiel c'est que tu arrives à trouver un moyen de fonctionner pour toi qui te corresponde. Et si ça veut dire passer plus de temps et que c'est quelque chose qui est important pour toi, ben, ça ne sera pas du temps perdu par rapport aux autres. Dans tous les cas, on a tous 24 heures par jour. Ce que tu fais de ton temps te regarde. Si tu veux mettre ce temps-là à profit pour tes études et que tu as besoin de ce temps-là, eh ben ça sera ce temps-là. Mais j'imagine qu'il y a des personnes qui ont des troubles 10, donc dyslexie, dysgraphie, dysorthographie, dyscalculie, enfin je ne vous les fais pas tous, mais dyspraxie aussi, qui eux aussi mettent énormément de temps à faire leurs cours. Il y a des étudiants étrangers qui mettent énormément de temps parfois sur leurs cours parce qu'il faut le temps de déchiffrer, il faut réussir à rentrer dans la pensée dans une autre langue, donc ça demande aussi beaucoup plus de temps, à plus que les étudiants qui sont assidus. C'est ça en fait, c'est avec qui tu vas comparer, et puis dans tous les cas, tu fais des études pour toi, donc comparer avec les autres à la rigueur, à part pour effectivement une reconnaissance d'un besoin d'un temps supplémentaire. Si tu as un handicap, j'imagine que tu as droit à ce temps-là. Et ce temps-là, si tu y as droit, c'est que vraiment il y a une reconnaissance des choses, donc faut en profiter vraiment. Mais concrètement, encore une fois, la procrastination, désolée, on s'est un peu oublié dans le sujet, mais la procrastination n'a pas forcément de lien direct avec le handicap. Ok, donc on a parlé de la peur de l'échec, de la peur du succès, qui était vraiment en lien. Il y en a peut-être qui sont déjà reconnus dedans. Il y a le perfectionnisme, et encore une fois, il y a énormément de procrastinateurs qui sont des perfectionnistes cachés. Eux-mêmes ne le savent pas des fois. Ils ont l'impression même d'être des losers, sans ambition et tout, mais pour autant, ce sont des perfectionnistes quand on les interroge. Après, il y a différents autres types de peurs. Je vous les dis rapidement parce qu'elles sont un peu moins fréquentes. Et puis, je trouve qu'elles se recoupent quand même pas mal avec les premières. Il y a la peur de la perte de l'autonomie. Et du coup, par exemple, on voit ça chez par exemple les ados, voilà, qui sont en rébellion par rapport à leurs parents. Et bien, ils vont pas réussir à se mettre au travail parce que c'est leurs parents qui leur demandent. Et du coup, si c'est quelqu'un d'autre qui est une figure d'autorité qui demande, et bien du coup, il y a une sorte de truc qui bloque à l'intérieur de soi. Alors, si vous étiez là sur la soirée sur les métaprogrammes, ça c'est vraiment le programme obligation plaisir, c'est-à-dire que je fais les choses pour moi, RF externe et RF interne, on est vraiment là-dessus. Donc en gros, si c'est quelqu'un d'autre qui me le demande, du coup ça me coupe totalement les jambes et je ne peux pas le faire. Autre chose, c'est la peur par rapport aux attentes parentales, c'est-à-dire si les parents ont vraiment une grosse attente sur le fait que je travaille, ça me met une pression de dingue et du coup je ne peux pas travailler parce que le niveau de stress est trop élevé. Donc on a celle-là, la peur de la séparation ou de l'intimité. Ça on voit plus dans le côté relationnel. Par exemple, j'ai peur je procrastine dans les relations sociales. Voilà, je reste plutôt dans mon coin. Je me dis que j'irai parler à mon patron pour une augmentation la semaine prochaine ou dans 6 mois ou jamais au calendrier grec. Par exemple, je vais aller parler, j'ai un problème, je vais aller parler à mon directeur de mémoire, mais voilà, je fais plein d'autres choses plutôt que de lui envoyer le fameux mail que j'ai à lui envoyer. Voilà, c'est vraiment une histoire de peur de l'intimité, donc peur de parler de soi et de se confier et de se livrer et de s'exposer à l'autre. Donc là, on est dans la peur de l'intimité quelque part. Et puis la peur de la séparation, c'est vraiment c'est l'autre côté, c'est-à-dire je suis tellement bien
dans mon cocon ou avec mes amis ou quoi, que j'ai pas envie de me séparer pour aller travailler, pour aller, voilà. Donc il peut y avoir ça qui joue aussi. Il y a un facteur qui est important et que les étudiants n'ont pas forcément encore totalement en tête, c'est la relation au temps. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que c'est hyper important, notamment sur la gestion des timings pour la préparation des examens. Il y a énormément d'étudiants qui viennent me voir au dernier moment, en fait. Ils sont en mode, il reste genre 2-3 semaines ou un mois avant les examens. Ils vont me dire, ah non, mais j'arrive pas à travailler, je procrastine, c'est l'horreur, machin. On travaille, bien sûr. Mais il y a ce côté où ça fait déjà 3-4 mois qu'ils sont en stress, en panique, parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre au boulot, qu'on leur a dit qu'il valait mieux avoir un boulot régulier, et eux, ils n'arrivent pas à rentrer dedans. Mais des fois, selon votre rapport au temps, ce qu'on a vu dans les métaprogrammes la semaine dernière, oui c'est ça. En fait, selon votre rapport au temps, peut-être que, en fait, il faut juste accepter que vous êtes peut-être super efficace, mais au dernier moment. Et que ça sert à rien, tant que vous n'avez pas appris à être efficace en amont, de vous mettre la pression pour rien. C'est-à-dire, moi, quand il y a un étudiant qui vient me voir, on est encore sur les niveaux d'exigence aussi, hein, quand il y a un étudiant qui vient me voir qui dit oui, mais tous les ans c'est pareil, je m'y prends au dernier moment et voilà, ça, j'y arrive, mais voilà. Et je leur dis, mais finalement, votre technique de faire au dernier moment, finalement, est-ce que ça paye ou pas? Et en fait, dans les 3 quarts des cas, ils me disent, bah oui, en fait, j'arrive à valider, c'est juste, mais franchement, j'arrive à valider. Donc déjà, moi, ça m'informe sur 2 choses. Ça m'informe que le fait de valider n'est pas suffisant pour eux, qu'ils imaginent qu'ils auraient une meilleure note s'ils travaillaient, donc ça parle des croyances, et puis ça m'indique aussi que, bah, effectivement, ils n'arrivent pas à travailler avant. Et je leur dis finalement, qu'est-ce qui se passerait si vous acceptiez que de toute façon, vous êtes bon à travailler au dernier moment, puisque de toute façon, vous ne travaillez pas, vous ne faites qu'essayer de travailler avant, si vous accordiez le fait de travailler juste le dernier mois, qu'est-ce qui se passerait? Ah ben au moins je serais détendue le reste du temps. Parce qu'en fait, il y a effectivement la difficulté de travailler au dernier moment, la croyance qu'on y serait mieux arrivé si on avait travaillé avant, ce qui est vrai, hein, pour le coup, les études ont vérifié, ont validé que en fait, quand on travaille en amont, ça marche mieux. Mais ça dépend de votre niveau d'exigence. Tant que ça passe, pourquoi pas. Mais surtout, ce qui est difficile pour eux à vivre, c'est tout le temps avant où ils essayent de travailler et où ils n'y arrivent pas. Sauf que si on leur enlève ce stress-là et cet inconfort-là, et qu'on leur dit, ben voilà, interdiction de travailler avant telle date. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Ben, du coup, en fait, ok, je me détends, je sais que je suis efficace à la fin, et je vais vraiment surfer sur mon fonctionnement. Alors, on est d'accord que ça dépend vraiment de votre objectif. Si vous devez avoir les meilleures notes possibles parce qu'il s'agit d'un concours ou parce que vous avez besoin d'avoir un super dossier pour passer, dans tous les cas, travailler en amont sera probablement beaucoup plus payant. Et dans ce cas-là, on est dans cette stratégie-là. Mais concrètement, si votre objectif c'est juste de passer et que tous les ans vous avez fait comme ça et c'est passé, ben peut-être qu'il faut juste accepter qu'en fait vous fonctionnez comme ça et que tant que c'est cet objectif-là, ça suffit. Vous voyez, on surfe sur le perfectionnisme et le côté je crois que je suis meilleure que ça et probablement que c'est le cas, hein, dans tous les cas. C'est comme quand je fais passer des tests de QI à des gens. Le chiffre qu'on obtient, c'est le minimum de ce que la personne pouvait faire à ce moment-là. On sait que les personnes, dans des meilleures conditions, auraient réussi plus en termes de capacité. Depuis le confinement, je n'arrive pas à réviser. Est-ce de la procrastination? Ça dépend comment ça s'exprime, mais par rapport à ce que tu me dis, Anaïs, oui, ça en fait partie. Alors, on va avancer un petit peu. Donc, il y a vraiment ce truc de rapport au temps. On n'a pas tous le même rapport au temps et le même rapport à la gestion du stress dans le temps. Mais si votre objectif c'est juste de passer et que d'habitude en faisant au dernier moment ça passe, pourquoi vous stressez avant? Vous voyez le côté, à part la croyance qu'on devrait travailler d'une autre manière et que ça serait mieux. Oui, ça serait mieux, mais si c'est pas votre objectif,
pourquoi pas. Est-ce que refuser de faire la vaisselle pour plusieurs jours, c'est aussi de la procrastination? Ça dépend si c'est important pour toi ou pas. Alors, quand tu me parles de refuser, en même temps, je me dis que tu refuses à qui? À quoi? Est-ce que c'est à tes parents? Est-ce que tu refuses... Est-ce que tu te refuses à toi? Est-ce que c'est entre toi et toi, Gabriel? Donc, mais oui, ça ressemble à de la procrastination. Mais on va avancer un peu et tu vas voir pourquoi. Pourquoi c'est de la procrastination et sur quel biais de ton cerveau ça joue. Et je pense avoir identifié le biais sur lequel ça joue pour toi. Le rapport au temps, c'est vraiment la capacité à pouvoir gérer, le temps réel, c'est-à-dire le temps qui passe, l'heure qui a été... alors je dis le temps réel, mais c'est pas vraiment le temps réel, c'est le temps arbitrairement fixé avec 24 heures par jour, des minutes, des secondes, tout ça, et le temps de référence pour tout le monde. Et donc ça s'appelle, en grec on dit chronos, le temps, donc c'est vraiment le chronomètre, hein, c'est le truc hyper précis et tout. Et kairos, qui est un autre mot grec qui parle du temps subjectif. C'est-à-dire que on a un temps réel, ou un temps communément partagé ou consensuel, et un temps subjectif. C'est ce qui fait que quand on fait une séance d'hypnose, par exemple, on a un rapport au temps qui est différent. Des fois, on va passer 1 heure, la personne aura l'impression d'avoir passé 2 minutes. D'autres moments, on va passer 1 heure et la personne aura l'impression d'être restée 2 heures, 3 heures, 4 heures. Enfin, ça peut vraiment être énorme. Donc, je refuse à mon père car il veut que je la fasse alors que c'est sa vaisselle. Ok. Alors là, clairement, on serait dans de la procrastination de type par rapport à l'autonomie. En gros, c'est le rapport à l'autorité en fait. Dans ce que tu décris, hein. Plus un autre facteur qu'on verra plus tard. Lorsque je n'arrive pas à faire un choix d'orientation, c'est de la procrastination. Non, c'est de la difficulté de choix, mais ça peut être de la procrastination quand tu reportes ce choix. C'est vraiment deux choses un peu différentes, probablement, qu'il y a les deux en ce qui te concerne, Mélanie. Mais vraiment dans la procrastination, avec vraiment le côté je le ferai plus tard. Je l'ai en tête, ça me trotte, mais je le ferai plus tard, et puis je le reporte, et puis je le reporte. Si je le reporte qu'une fois, c'est pas forcément de la procrastination, c'est le fait de le reporter souvent. D'accord, alors j'écoute le reste. Ok. Donc le coup de chronos et kairos, c'est vraiment gérer le temps subjectif par rapport au temps réel. Par exemple, la date de l'examen, c'est du chronos, c'est-à-dire du temps consensuellement fixé, c'est-à-dire tout le monde a la même date, c'est un rendez-vous. Et kairos, c'est le temps que je me représente jusqu'à cette période-là. C'est ce que vous dites finalement quand vous dites « Ah, ben les examens, c'est loin ». Ou alors « Oh là là, les examens, c'est dans pas longtemps, le semestre, il va super vite ». Et on est d'accord que dans les deux cas, le temps a duré le même temps. Mais le ressenti subjectif de ce temps-là est différent. Ça, on travaille beaucoup ça avec les étudiants, justement, quand ils sont dans la planification d'examen et le rapport au temps, tout bug en fait. Donc, on travaille beaucoup. Donc, j'avance encore un peu. Comme je vous disais, bon, je vais aller très vite sur ça, mais vos croyances jouent énormément sur votre procrastination. Là, par exemple, dans Gabriel, il dit, parce que c'est sa vaisselle. Donc dans les croyances qui sont en dessous, c'est que chacun doit faire sa vaisselle et qu'il n'y a pas de raison que lui fasse une vaisselle qu'il n'a pas salie, par exemple. Alors qu'il pourrait y avoir d'autres personnes qui ont une autre croyance. Alors, gros cliché, attention, la croyance que c'est les femmes qui doivent faire la vaisselle, ou les enfants qui doivent faire la vaisselle, ou les parents qui doivent faire la vaisselle, ou une croyance que tout le monde doit faire la vaisselle, du moment où il y en a dans l'évier, on l'a fait. Vous voyez, c'est des croyances un peu différentes. Ok. Pour le coup, on ne sait pas quand ils sont les examens. Et oui, Léana, et ça joue sur la procrastination, sur ce temps-là du confinement. Et vraiment, on finira par ça, parce que ça sera vraiment... c'est à prendre en compte, en fait. Il va falloir aider vos cerveaux à fixer du temps, en fait. On va avancer. Donc là, c'était vraiment pour les causes de la procrastination. Donc vous voyez que vraiment, ça engage le psychologique, ça engage le psychique, ça engage le corps aussi. Je vous ai parlé du stress et que je vous ai déjà dit dans plein d'autres lives en fait, que le stress c'était corporel, les émotions sont corporelles. Donc c'est vraiment, ça se passe dans le corps et dans les croyances et dans les représentations et tout ça.
Ok? Donc au niveau des valeurs et des croyances, on reviendra dessus demain. Mais en tout cas, c'est hyper important. Donc l'important, quand il y a quelqu'un qui vient et qui me dit qu'il procrastine, je prends pas ça comme si je savais ce que ça voulait dire. Encore une fois, je vous rappelle qu'on n'est pas dans la tête de l'autre. Bah, du coup, je pose la question. Je fais OK, il se passe quoi exactement? Qu'est-ce qui vous fait dire que vous procrastinez? Et là, les réponses qui vont sortir sont hyper importantes parce que elles vont parler du problème et de comment il se construit, de comment il s'exprime. C'est-à-dire que c'est pas la même chose d'avoir de la procrastination parce qu'on n'arrive pas à se mettre au travail, mais c'est pas la même chose d'être dans une procrastination où on n'arrive pas finalement à aller jusqu'au bout des tâches. Vous voyez que finalement ça bug déjà à 2 temps différents dans la tâche. Quand on fait une tâche, alors je me suis fait un petit récap pour pas vous perdre là-dedans, mais quand on a une tâche à réaliser, il y a plusieurs choses. Il y a le moment où on définit la tâche, c'est-à-dire le moment où vraiment on va dire qu'est-ce qu'il y a à faire. Et cette tâche, ça peut bugger. Je ne sais gérer mon temps. Et oui, ça c'est très important, la gestion du temps. Donc au niveau de la définition de la tâche, si une tâche n'est pas bien définie, vous aurez du mal à la faire parce que elle n'aura pas de sens en fait. C'est comme des étudiants qui me disent oui, j'ai du mal à aller réviser. Ok, mais vous allez réviser quoi? Ben je sais pas. Ok, donc en fait là il y a un problème de manière globale. Si vous vous rappelez des métaprogrammes, donc on est dans du global. Je vais aller réviser. Et en fait, tant qu'on va réviser, en fait, on ne fait rien de concret. Par contre, s'il y a une personne qui arrive à découper ou à spécifier cette tâche je vais aller relire mon cours aujourd'hui pour aujourd'hui, ma tâche, ça ne sera pas de réviser, mais ça sera de lire le cours numéro 3 d'histoire, par exemple. Ok, là, on sait qu'est-ce qu'on a à faire. Donc, c'est relire. On sait exactement de quelle partie il s'agit. Et donc, à un moment donné, si la tâche est bien définie, à la fin, on pourra dire on l'a réussi ou pas réussi. Parce que finalement, réviser, ça ne veut rien dire dans l'absolu, en fait. on sait, enfin vraiment, il y a cette notion de tant que c'est global, on ne sait pas. Il y a un autre problème avec la définition globale de la tâche, c'est le côté montagne. C'est-à-dire que réviser pour les examens, ben en fait, si on n'a pas vraiment défini ce que ça implique exactement, ben en fait, on va peut-être avoir l'impression que c'est un truc énorme, quoi. C'est vraiment, ça me semble, déjà on peut pas le prendre parce que réviser les examens, on ne sait pas de quoi exactement il s'agit, donc on ne sait pas par où commencer. Et puis vraiment le côté, ouais, mais c'est énorme, il y a, je sais pas, 10 matières, il y a, ouais, en fait, parce que c'est pas assez précis en fait. Réviser les examens, ça veut rien dire. Donc, ceux qui ont du mal même à définir ce qu'ils ont à faire, ben, ça vaut le coup d'aller vraiment et de dire, ok, réviser les examens, c'est quoi? Il y a quelle matière? Qu'est-ce qu'il faut faire pour chaque matière? Vraiment, et d'avoir, au final de cette partie-là, vraiment avoir défini des tâches très précises, en fait. Pareil, faire des fiches, ça veut rien dire. Faire combien de fiches, comment on les fait, enfin vraiment d'avoir une idée très très précise. Plus l'idée sera précise dans votre cerveau, plus votre cerveau aura des facilités à le faire. Donc, je vais vraiment vous demander finalement de définir vos tâches. Par exemple, écrire son mémoire, ça veut rien dire. Ça passe par quelles sous-tâches? Ça passe par quelles étapes? Qu'est-ce qu'il y a factuellement à faire? Parce que si vous avez planifié mémoire sur votre emploi du temps, mémoire, vous êtes calé des plages horaires pour votre mémoire, ça ne veut rien dire. Par contre, si vous avez vu que pour rédiger votre mémoire, il faut aller lire tel ou tel article, et puis il faut rédiger un plan, le faire valider, machin, ça c'est des tâches qui veulent dire quelque chose et que vous pouvez faire, c'est factuel. Vous voyez? Donc, selon les étudiants, des fois le problème c'est que la tâche n'est pas assez définie, elle n'est pas assez décrite, elle n'est pas assez factuelle. Donc première chose, est-ce que votre procrastination est liée à ça?
Est-ce que c'est en mode, je sais pas par quelle boule prendre, quoi. Et dans ce cas-là, le principe, ça va être de découper et de prioriser les tâches. Qu'est-ce qu'il y a à faire en premier, de les séquencer. Donc, deuxième chose qui est importante, c'est la planification des tâches. C'est-à-dire de faire le temps justement entre Chronos et Kairos dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les notions de temps, le temps subjectif et le temps réel. C'est-à-dire que la date de rendu, elle est réelle, on est dans le Chronos. Et là, il va falloir mettre votre temps subjectif, donc le temps que vous percevez, donc le temps dont vous avez besoin pour faire les tâches, en lien avec le temps réel. Et donc ça demande une bonne connaissance de soi, ou alors un super cadre qui fait qu'à un moment donné, vous vous accordez tel temps pour faire les choses et pas plus. Bonsoir, merci de votre écoute. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé de la manière pour régler le sommeil. Ah, on ne va pas parler du sommeil du tout ce soir. On parle de procrastination. Donc je ne sais pas si ça peut t'intéresser, Camilo, mais tu es le bienvenu en tout cas si ça t'intéresse la procrastination. Peut-être une autre procrastination. Et pour le coup, on va pas trop s'éloigner d'une autre forme de procrastination. Ok, donc voilà, donc de résoudre une tâche, il y a la définition, 2 la planification des tâches dans le temps et l'attribution de timing pour chaque tâche, de manière à ce que ça soit pragmatique et faisable. Ensuite, il y a la préparation, c'est-à-dire, voilà, vous êtes à votre séance de ce qu'il faut pour travailler. Et là, il va y avoir 2 biais pour les personnes. C'est soit la personne qui commence à bosser alors qu'en fait, elle n'a rien qu'il faut pour bosser. Et dans ce cas-là, on va avoir de la procrastination, aller chercher un truc, un machin, et puis finalement, on va faire du travail de mauvaise qualité parce que on va diluer le temps à la fin. Donc, il va falloir être très pragmatique, qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui l'est un peu moins, et avoir vraiment le minimum pour pouvoir bosser correctement. Donc, ça, c'est vraiment des notions d'arbitrage, hein, à un moment donné. Et après, il y a un des aspects qui est vraiment le principal, et toutes les solutions, enfin pas toutes, mais un certain nombre de solutions que je vais vous proposer pour la suite vont être en lien avec ce facteur, c'est la mise en action. Alors, hop. Non, ça a vraiment coupé. La vidéo avait coupé, j'espère que vous êtes toujours là. Ok. Désolée. Donc, je vous disais, donc cette étape-là, qui est en plus la principale, la prioritaire, et ça a coupé pile à ce moment-là, comme par hasard, c'est vraiment la mise en action. Il y a énormément de gens qui ont du mal à enclencher le mouvement. Et c'est normal parce que enclencher le mouvement, ça demande un effort au cerveau, justement quand il n'y a pas la préparation, justement quand il n'y a pas de mouvement avant, justement se mettre au boulot, c'est vraiment un gros effort pour votre cerveau. C'est bon, ça a repris? Ok, j'espère que vous arrivez à me capter. Mais en tout cas, voilà, la mise en action, c'est un des principaux biais de la procrastination, et les choses que je vais vous proposer à la fin, ça va être vraiment pour, allez, hop, on enclenche, on se met au boulot et on y va, quoi. Et vous verrez qu'une fois que c'est enclenché, c'est beaucoup plus simple. Une fois qu'on a justement mis en action, ça y est, on a commencé, on a travaillé. Dans la tâche, il y a effectivement la réalisation de la tâche. Donc ça y est, je me suis mis au boulot, mais maintenant je bosse. Et là, il peut y avoir des biais, mais qui sont liés parfois à un manque de compétences ou un manque de préparation avant, et du coup ça peut faire c'est dans le mental, ça. Alors je ne sais pas de quoi tu parles. Le côté on y va, ouais, c'est vraiment dans le mental, mais parce que c'est un biais psychique en fait. Encore une fois, ça demande énormément d'énergie au cerveau d'enclencher une action, tout comme ça lui demande énormément d'énergie d'arrêter une action qui n'est pas finie. Donc un des biais aussi, c'est le maintien de l'effort. C'est-à-dire, si on a un effort à faire pendant longtemps, eh ben, le cerveau, à un moment donné, va peut-être vouloir faire une pause, ou va peut-être se désintéresser de la tâche, ou va peut-être trouver ça trop difficile, ou alors il y a justement les pensées qui vont venir se mélanger au travail et qui vont venir dire non mais de toute façon ça sert à rien de travailler parce que t'es nul, tu vas pas y arriver, c'est pas bien ce que tu as écrit, enfin bref, il y a le mental qui va se mettre à venir parfois saboter
le travail. Et dans ce cas-là, on va avoir une dilution du travail qui va être beaucoup moins efficace quand ça se met en place. Et ouais, le côté on y va, ça y est, j'ai compris. Oui, c'est une histoire de mental et c'est une histoire d'habitude et c'est une histoire d'entraînement du cerveau, en fait. On est vraiment dans le côté neurologique et cérébral. Donc, le fait de maintenir l'effort, des fois, ça vaudra le coup vraiment de couper la session de travail si on est dans une dilution du temps qui est mélangé avec des pensées, on pense à la liste des courses, on pense à un machin. Et voilà, dans ce moment-là, il vaut mieux couper la séance de travail ou la relancer en faisant une nouvelle mise en action ou une nouvelle session de mise en action. Mais vous verrez, j'ai des exemples très concrets qui vont vous aider. Et puis à la fin, il y a la notion aussi dans la procrastination de ne pas aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas de problème pour planifier des tâches, qui n'ont pas de problème pour définir ce qu'ils ont à faire, qui n'ont pas de problème non plus pour préparer vraiment bien leur session de travail. Ils n'ont pas de problème pour se mettre en action, mais en fait, ils ne vont pas jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'ils lancent des projets comme ça, ils font un projet, un autre projet, ils se lancent dans un truc, et puis dans un autre truc, et puis à un moment donné, ils ne vont pas jusqu'au bout. Donc c'est important d'avoir un processus de travail qui va vraiment jusqu'à la finalisation et qui va jusqu'à la validation de c'est fini, ça y est. Et d'avoir vraiment un petit temps où on apprécie et on se satisfait du fait que ce soit fini et des efforts qu'on a fournis, au-delà du résultat. Après, quand il s'agit d'examens ou quand il s'agit de dossiers, bien évidemment, votre travail, ça va être jusqu'au rendu du dossier, mais après, ça ne vous appartient plus. C'est-à-dire que la note, encore une fois, ne vous appartient pas. La note, c'est celle qu'on va vous donner, mais ce n'est pas vous qui la mettez. Donc, elle ne traduit pas forcément que votre travail. Parfois, elle traduit aussi d'un rapport aux autres dossiers, d'un rapport à comment se sent l'évaluateur au moment où il corrige, de l'heure où il corrige, de est-ce qu'il a bien reçu votre dossier, enfin bref, il y a plein de choses qui vont jouer en fait sur le résultat final. Le résultat final, ne misez pas tout sur ça parce qu'il y a une partie qui ne vous appartient pas. On pourrait dire malheureusement, hein, mais en même temps, les gens qui vous corrigent, la plupart du temps, ce n'est pas des machines. Ce sont des êtres humains qui ont des biais cognitifs aussi. Voilà, donc c'est important déjà de vous dire, le résultat, c'est pas la note. Le résultat, c'est au moins que j'ai eu l'impression de faire de mon mieux et que je suis allée jusqu'au bout, jusqu'à rendre. Après, on verra qu'il y a d'autres choses, mais c'est important de décaler vraiment l'objectif de votre rendu, en fait. Alors, juste les pensées de la journée, penser à autre chose en travaillant. Ouais. Justement, alors c'est Émilie ou Émile? Non, c'est Émilie. Donc justement, Émilie, quand tu sens que ça dilue trop dans ta tête, il vaut mieux arrêter plutôt que d'avoir un travail dilué où tu es en train d'écrire et puis à un moment donné, ça se mélange avec ta liste de courses et puis voilà. Quand je parlais de préparation, dans la préparation, il y a aussi le fait effectivement d'enlever les perturbateurs externes, c'est-à-dire si la télé a tendance à diluer vos pensées ou à diluer votre attention, peut-être couper la télé. Si le téléphone a tendance à diluer votre attention, choisir ce que vous faites de ce téléphone. Est-ce que vous êtes OK avec le fait qu'il vous dérange ou est-ce que vous décidez de le mettre à l'autre bout de la pièce? Vraiment, il y a vraiment dans la préparation, il y a vraiment tout ce truc-là. Et le problème pour les personnes dont le problème se situe au niveau de la préparation, c'est qu'ils commencent à travailler sur la télé, le téléphone, qui répondent du coup aux sollicitations parce que votre téléphone il est programmé pour vous solliciter toutes les 35 secondes avec des appels, des notifications Facebook, YouTube, machin. Donc si vraiment vous voulez travailler et que vous sentez que dans votre fonctionnement vous êtes perturbable par ce genre de choses, c'est dans la phase de préparation qu'il faut dire ok, là je suis en session de travail, donc je mets de côté ce qui me perturbe parce que ce qui est important pour moi c'est de travailler et c'est d'être efficace, c'est de ne pas perdre mon temps. Alors, je sais que le fait de faire des plannings en se disant tel jour je fais ça et tel jour, ça marche plutôt bien. En fait, ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui marchent très très bien au planning et il y a des personnes pour lesquelles ça va justement jouer sur leur peur de la perte d'autonomie. C'est-à-dire que se référer à un planning, c'est pas se référer à ce dont eux, ils ont envie et leur propre rythme. Même si c'est eux qui l'ont fait, un planning, mais
c'est se référer à un truc externe qui leur dicte leur conduite, et du coup il y en a pour lesquels ça va totalement biaiser le truc. C'est pour ça que je vous dis que vous allez gagner en performance si vous vous écoutez et si vous observez comment vous fonctionnez. Si vous voyez qu'à un moment donné, le type planning, to-do list, machin, ça ne vous parle pas, trouvez ce qui vous parle vraiment et ce qui vous permet d'être efficace. C'est pas parce que ça ne vous parle pas ou que cette technique de travail ne vous parle pas que ça veut dire qu'il n'y a pas une technique de travail qui sera efficace pour vous. Donc il faut vraiment trouver par rapport à vos objectifs et aussi par rapport à qui vous êtes, la technique de travail qui va vous correspondre. Il y en a qui travaillent la nuit, il y en a qui travaillent le jour, il y en a qui travaillent avec des heures vraiment super carrées, il y en a qui travaillent dès qu'ils ont envie, mais du coup ça peut durer des heures et des heures, il y en a qui travaillent des petites sessions et qui entrecoupent ça avec des sessions plaisir et des machins et des récrés et des machins. L'essentiel, c'est qu'à la fin, vous atteignez votre objectif. Et moi, mon but, c'est pas forcément de vous dire, voilà, alors vous allez faire comme ci, comme ça, parce que encore une fois, ceux qui ont l'habitude de suivre des plannings et tout ça, ils vont se saisir de ça et ça va bien leur aller, mais toutes les personnes qui ont de la procrastination en lien avec l'autorité et avec la référence externe et tout ça, et qui ont besoin que ça vienne d'eux, et ben ça va pas leur parler. Donc moi, je suis vraiment sur le truc, il faut que vous appreniez à vous connaître. Et franchement, la période des études, c'est le meilleur moment pour apprendre à se connaître. Bien sûr, vous pourrez aller le faire avec des psys après, hein. C'est tout le long de la vie, on change. Donc toute la vie, on peut apprendre à se connaître. Mais c'est vraiment hyper intéressant de dire, ok, qu'est-ce qui marche pour moi en fait? Qu'est-ce qui est vraiment efficace pour moi? Est-ce que c'est de suivre un planning carré, et ça marche pour moi et c'est ok? Ou est-ce que c'est le fait de vraiment travailler comme un dingue ou comme une dingue pendant des heures et des heures et d'avoir vraiment un moment de pause très très long après? Ça, c'est vraiment... chacun va pouvoir vraiment trouver son rythme et son style, quoi. Moi, ça me met la pression, les plannings. En fait, le problème des plannings, c'est que quand, justement, c'est associé à un haut niveau d'exigence, dès qu'on n'arrive pas à le suivre ou dès qu'on prend un peu du retard, et là, clairement, avec le coronavirus, le confinement, machin, il y a énormément d'étudiants qui ont pris du retard, ça leur met une pression de dingue, parce qu'en fait, ce qu'ils ont à faire, c'est ce qu'ils ont à faire chaque jour, plus rattraper le retard. Et franchement, même moi, je suis une maman, donc j'ai des enfants. Là, j'ai reçu, donc une semaine après, tout le travail que j'avais à faire avec chacun de mes enfants, donc j'en ai 4. Donc 4 plannings à gérer en plus du mien. Et ça m'a mis une pression de dingue. Et à un moment donné, j'ai décidé que je ferais bien comme je veux. Et ça a très très bien marché. On a même anticipé le travail de la maîtresse. Parce que à un moment donné, il faut trouver le truc qui vous va. Et si ça vous génère un niveau de stress trop élevé, trouvez une autre façon de faire, hein. Personne ne vous oblige à fonctionner de la même manière que les autres. Déjà parce que les autres ne fonctionnent pas comme vous imaginez. Déjà parce qu'il y a plein de fonctionnements différents chez les autres. Et puis, encore une fois, les autres, c'est pas eux qui vont vous donner votre note. Donc, trouvez ce qui vous correspond à vous. Si c'est je sais pas, il y en a qui écoutent de la musique en travaillant et ils ont l'impression d'être plus efficaces. Il y en a qui travaillent en mettant la télé en même temps et ils ont l'impression d'être plus efficaces. Il y en a, encore une fois, trouvez votre style, c'est avec votre cerveau que vous travaillez. Donc il va falloir respecter et apprendre à connaître ce cerveau-là pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. Bien évidemment, il y a des moyens de l'entraîner pour qu'il adopte tel ou tel fonctionnement parce que c'est un apprentissage et que la manière dont il fonctionne pour vous aujourd'hui, il a appris avec les expériences à fonctionner comme ça. Donc il peut apprendre à fonctionner différemment, mais le but, c'est pas d'avoir tout le monde qui travaille pareil. Je veux dire, on s'ennuierait si tous les cerveaux fonctionnaient pareil, on serait dans une société totalement uniforme et ça n'aurait, enfin en tout cas pour moi, ça n'aurait plus aucun intérêt. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des gens qui sont différents, qui fonctionnent différemment et qui ont leur spécificité, leur personnalité. Alors, Gabriel, tu disais quoi? Personnellement, je préfère lorsqu'il y a une sorte de présence. Bosser seul, c'est impossible pour moi. Mais il me faut une figure du style prof ou étudiant, un ami. Ok. Donc toi, tu as besoin d'une personne à côté de toi, en tout cas d'une présence. Donc j'imagine que peut-être tu laisses la télé ou... ça dépend si... Des fois, il y a des personnes qui laissent justement la télé pour avoir l'impression de ne pas être seule parce que le silence du travail peut être un peu parfois pesant pour certaines personnes. Ok. Est-ce que déjà ça vous aide déjà de se dire ok, en fait quand je procrastine peut-être pas sur toutes les étapes.
Il y a peut-être des étapes que j'arrive à faire facilement, par exemple définition de tâches, ou je suis très bonne en, je sais pas, pour aller jusqu'au bout, ou alors voilà, vraiment d'identifier. Donc je vous les répète, si vous voulez vous les noter pour vous interroger dessus. La définition de la tâche, la planification, la préparation, donc ça c'est vraiment pour chaque séance de travail que ça se passe, la mise en action, la réalisation, donc c'est vraiment une fois que je suis lancée, hop, je fais, et comment est-ce que je suis quand je fais. Alors, en général, c'est celle qui finalement, c'est celle qui bug le moins en fait, quand c'est bien préparé, que c'est bien planifié, que ça a du sens pour soi, que une fois qu'on a lancé le truc, en fait finalement ça peut aller super, ça peut très très bien se passer. Le maintien de l'effort, donc combien de temps je suis capable de tenir en travaillant. Et puis la finalisation, comment je finalise et à quel moment je me dis allez hop c'est fini et que je rends et que je suis satisfait de ce que j'ai fait. Donc vous voyez que finalement il y a différentes étapes. Déjà vous demandez à quelle étape vous êtes la plus ou le plus sensible, ou à quel moment ça fonctionne le mieux pour vous. Alors, qu'est-ce que tu disais, Gabriel? Non, justement, j'ai besoin d'une présence physique. Sinon, j'ai l'impression de ne rien avoir à faire. Ah, il faut quelqu'un qui te dise, allez, fais ci, fais ça, fais ça. Et pourquoi pas? Et dans ce cas-là, si tu le sais, qu'est-ce qui t'empêche de demander à quelqu'un vraiment de faire ça? De faire ton coach et de vraiment te suivre ou te driver. C'est vrai que pour les gens qui fonctionnent comme ça, la fac peut être un peu déroutante parce que la fac, on demande beaucoup d'autonomie de la part des élèves. Il y a énormément d'élèves par classe. Il n'y a pas un suivi comme il pourrait y avoir, dans les petites écoles ou choses comme ça. Donc la fac, on est un peu noyé dans la masse. Des fois, d'avoir quelqu'un effectivement qui maintient une forme de pression quelque part, mais bienveillante, ça peut aider. Le confinement, mais oui, mais même avec le confinement, tu peux prendre quelqu'un qui va te faire un check tous les, je sais pas, ah oui non, c'est une présence physique dont tu as besoin. Je sais pas, un voisin qui tape à ton mur toutes les heures pour te rappeler de travailler. C'est pas totalement physique comme quelqu'un qui serait à côté de toi, mais bon, c'est peut-être un peu mieux. Donc à voir. Ok. Alors. Donc, dans les types de profils de procrastinateurs, vous aurez compris qu'il y a les perfectionnistes, mais il y a aussi les passifs. Alors, c'est eux qui passent pour des fainéants en général, parce qu'en fait, ils font rien, en fait. Donc, ils ressemblent à des fainéants, mais en fait, ils font rien justement parce qu'ils voudraient bien faire, mais du coup, ils n'y arrivent pas. Donc, en général, les gens qui n'arrivent pas à enclencher l'action, c'est soit parce que l'action n'a pas de sens pour eux. Par exemple, quand on parlait tout à l'heure de la procrastination administrative. L'administratif, c'est quelque chose qui est très conceptuel pour la plupart des gens. C'est-à-dire que, alors vous payez peut-être pas encore des impôts, mais par exemple, payer ses impôts, c'est hyper conceptuel. On a beau nous dire que c'est pour le ramassage des poubelles et je sais pas trop quoi. Ouais, ça me parle moyennement. Évidemment, ça parle de mon quotidien, mais voilà, le lien avec moi directement et l'enjeu pour moi est quand même ça c'est limité quoi. Donc dans la définition de la tâche, ce qui va être le plus important pour vous, ça va être de vous dire ok, pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je vise? Au-delà du fait de réviser mes maths, mon français et je ne sais pas quelles autres matières vous pouvez avoir parce que ça dépend vraiment de vos filières. En fait, qu'est-ce que je vise avec ça? À quoi ça va me servir? C'est vraiment de donner du sens, de l'intention et de la force dans ce que je fais, dans le projet. Il y a plein de gens qui justement n'arrivent pas à passer à l'action parce que ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'intérêt, ça sert à rien. Finalement, c'est un peu comme payer ses impôts, quoi. Genre, ça m'engage pas émotionnellement, ça me crée rien, quoi. Vous voyez? Donc, il va falloir chercher en quoi c'est important pour vous de faire ça, de passer par cette étape-là. Les révisions, c'est rare qu'on dise oui, mais c'est important pour moi de faire de réviser, c'est important pour moi de faire des fiches, vraiment ça m'engage émotionnellement, machin. Non, généralement non. Mais à quoi ça va servir? Ok, à valider mon année ou à obtenir mon diplôme. Ok, est-ce que c'est important pour toi d'avoir ton diplôme? Ouais. Bon, en même temps, c'est pas une fin en soi d'avoir un diplôme. À quoi ça va te servir? Ok, ça va me servir à accéder à un truc après.
Ok, c'est important pour toi? Oui, vraiment aller chercher ce qui est vraiment important en fait. En quoi c'est important pour vous de le faire? Et je vous dirais même, aller chercher dans vos valeurs. On a déjà parlé des valeurs et on en parlera encore plus demain avec les croyances, mais en quoi c'est en lien avec ce qui est vraiment, vraiment, vraiment important pour vous? Peut-être que ça peut être, alors moi pour les impôts par exemple, pour payer mes impôts, je le relie à mon besoin de liberté par exemple, et parce que la liberté c'est hyper important pour moi, et je le dis, j'ai envie de me sentir libre une fois que je les aurai payés. Et là, ça donne de la force au fait de les payer, par exemple, ou de remplir ce document administratif, qui n'est pas très compliqué en soi, mais qui me barbe, clairement. Donc, en fait, euh, relier ce que vous avez à faire à des choses importantes pour vous, vraiment, vraiment importantes, ça va donner de la force et de l'intentionnalité à vos propos. Parce qu'encore une fois, aller en cours, faire des fiches, réviser, apprendre par cœur, faire des exercices, si c'est relié à rien d'important pour vous, ça va vous demander une énergie folle. Alors que si c'est relié à quelque chose de vraiment important pour vous, que c'est vraiment aligné, c'est-à-dire je le fais mais je sais ce que ça, je sais pourquoi je le fais, à ce moment-là, vous allez avoir une énergie de dingue. Vous savez, c'est ce qui se passe des fois quand, vous savez, il y a des soirées, on n'a pas vraiment d'énergie, machin, on a l'impression qu'on a juste envie de dormir, machin. Et d'un coup, il y a un pote ou une pote qui vous appelle et il vous parle de quelque chose qui est vraiment important pour vous. Et là, vous découvrez une énergie folle. Vous pouvez discuter avec cette personne jusqu'à 3h, 4h du matin, alors qu'en fait, à 10h déjà, vous aviez l'impression que vous étiez au bord et que vous aviez plus d'énergie. Donc, quand ça va toucher des choses importantes pour vous, géographie de la population, ok. Quand ça va toucher des choses importantes pour vous, ça va vous donner de l'énergie, de la force. Et ça, vous allez l'avoir dans la définition de la tâche. C'est, ok, je le fais pourquoi? Qu'est-ce que ça va m'apporter? En quoi c'est important? Et vraiment de dire, ok, pourquoi je fais ça en fait? Le pourquoi est hyper important dans la motivation. Et quand vous aurez bien défini votre pourquoi, quand vous définissez votre tâche, vous allez pouvoir vous le rappeler pour maintenir la tâche, pour maintenir l'attention par exemple. Si à un moment donné je suis en train de travailler, je suis en train de vraiment partir sur autre chose, machin, de me dire ok, pourquoi je fais ça? Ok, je fais ça parce que je sais pas, j'ai envie de me débarrasser de cette matière. Ou alors je fais ça parce que vraiment je veux finir mon dossier. Ou je fais ça parce que vraiment c'est une matière que j'aime et à laquelle j'ai vraiment envie d'avoir une bonne note. Ou alors je fais ça parce que je veux vraiment valider que je connais ce qui est là-dedans parce que je pense que c'est important pour plus tard, pour mon métier ou peu importe. Donc vraiment, demandez-vous pourquoi vous le faites et si à un moment donné il y a une petite baisse de motivation, rappelez-vous du pourquoi vous faites les choses. Ça va vous donner une énergie de dingue. Donc dans les profils passifs, il y a beaucoup de gens qui en fait savent pas pourquoi ils font les choses. Du coup, ça leur demande une énergie dingue de se mettre au travail parce que ça n'a pas de sens. Donc si vous êtes là-dedans, dites-vous, ok, pourquoi je fais les choses? Et trouvez du lien avec ce qui est vraiment important. Donc ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Ok, est-ce que pour l'instant, ça vous va? On va parler maintenant de la mise en action, si ça vous va. Donc comment vraiment je me mets en action? Voilà, j'ai défini ma tâche, je l'ai planifiée, je suis devant ma feuille, et je pense que vous êtes tous plus ou moins dans cette phase-là normalement. Donc vous n'êtes pas devant votre feuille, mais vous êtes dans la phase où vous êtes en train de mettre en action, et c'est là où ça peut être un peu compliqué. Moi j'ai des techniques qui sont alors vraiment hyper basiques, et en même temps qui sont tellement simples en fait. C'est une technique que j'ai apprise dans un livre qui s'appelle Eat the Frog, donc ça veut dire manger la grenouille. Bref, peu importe d'où ça vient, mais en tout cas, c'est en fait de partir non pas sur le Just Do It de la marque Nike, je crois, ou Adidas, je sais jamais, mais de faire Just Start It. C'est-à-dire, allez, on commence juste et je m'engage à faire les choses 10 minutes. Un engagement de 10 minutes, c'est pas énorme dans une journée, mais en même temps, si je m'engage à commencer et à faire 10 minutes, eh bien déjà j'aurai avancé. Tant pis si j'ai pas fait 10 heures, tant pis si j'ai pas fait les 6 heures que je m'étais dit, tant pis. Mais vraiment, le but c'est de commencer. Et vraiment, vous voyez que finalement, ça va parler vraiment aux personnes qui n'arrivent pas à se mettre à l'action. C'est-à-dire, ok, même si je fais que 10 minutes, ça sera 10 minutes de gagné. Même si je lis qu'un seul article, ça sera un article de lu. Ça sera toujours mieux que rien. Et en fait, vous allez voir que déjà,
en avançant et en commençant, vous allez enclencher le mouvement et probablement que vous allez les dépasser les 10 minutes. Mais ce n'était pas votre objectif. Votre objectif, c'était de faire les 10 minutes. Si vous dépassez, c'est du bonus. Mais vraiment de vous dire, ok, dans tous les cas, je commence. Il y a aussi le fait, dans les tâches que vous aurez à faire, il y a peut-être des tâches qui durent moins de 2 minutes. Par exemple, envoyer un mail ou par exemple classer les fiches par je ne sais pas trop quoi, alphabétique ou j'en sais rien, enfin peu importe comment vous travaillez. Peut-être que ces petites tâches de moins de 2 minutes, qui sont finalement faciles à faire, mais qu'on reporte toujours parce que finalement elles semblent ne pas avoir de sens ou d'importance dans les choses, peut-être que ces petites tâches de moins de 2 minutes, vous pouvez les intercaler à chaque fois que vous avez une petite baisse de motivation. Plutôt, voilà, vous êtes en train de lire votre document de 100 pages, machin, à un moment donné, vous pétez un câble. Vous dites, ok, je fais une pause moins de 2 minutes. Vous prenez votre liste des choses qui durent moins de 2 minutes et vous dites, allez, je fais celle-là. Et mine de rien, en switchant sur une chose de moins de 2 minutes, vous allez vous remettre de l'énergie parce que vous allez changer de tâche. Et puis, en même temps, vous allez faire avancer les choses. Et des fois, encore une fois, ça peut être des choses qui sont en lien avec vos études et ce que vous avez à faire, mais ça peut être, allez, je me fais une pause, je vais faire la vaisselle, je reviens, je me remets au travail. Vous voyez, la vaisselle, ça prend généralement moins de 2 minutes, hein, clairement. Le côté moins de 2 minutes, c'est vraiment ce que je fais moi et ce que j'applique au quotidien, notamment par rapport à la vaisselle. En fait, dès que je croise une tâche chez moi qui passerait moins de 2 minutes à faire, qui me prendrait moins de 2 minutes, je la fais tout de suite parce que ça me demanderait beaucoup plus d'énergie et de temps de soit la déléguer, soit la reporter, soit voilà, ou ne pas la faire et faire comme si je ne l'avais pas vue. Finalement, ça me prend beaucoup moins de temps de le faire parce que 2 minutes dans une journée, c'est rien du tout. Donc, gardez en tête cette idée de déjà commencer et si ça dure moins de 2 minutes, vous le faites tout de suite. Vraiment, c'est hyper important. Est-ce que déjà, il y en a qui appliquent déjà ces conseils-là de déjà se mettre au travail et de commencer, peu importe le temps que ça dure, mais déjà de se mettre au travail, et le côté des moins de 2 minutes. Est-ce qu'il y en a qui les appliquent? Oui, non, pas forcément. Ok. Donc, le côté vraiment, dans Eat the Frog, justement, il y a un conseil qui donne, alors, qui est adapté par rapport à chacune de vos personnalités, parce que je pense que c'est important, c'est de faire aussi les choses les plus rébarbatives le matin. Alors, lui, il propose ça comme ça, parce qu'il dit que la plupart des gens ont plus d'énergie le matin.